Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. Début du podcast imminent. 5, 4, 3, 2, 1. Nouvelle révision aujourd'hui, et tu l'as compris, on va aborder les nouveaux acteurs de la conquête spatiale. Comme d'hab, on fait ça en 3 parties, et on commence par le bail historique. Allez, let's go, Captain. Partie 1, anciennes et nouvelles puissances spatiales. Les 2 grandes figures historiques de la conquête spatiale, ceux à qui on pense quand on dit fusée, c'est les États-Unis et la Russie. Mais est-ce que c'était les seuls à avoir la tête dans les étoiles jusqu'à récemment ? Évidemment que non. Dès 1975, les pays de l'Union européenne ont créé l'Agence spatiale européenne, une agence commune aux 22 États membres. De notre côté, en France, c'est sous l'impulsion de De Gaulle que le Centre national d'études spatiales est créé en 1961. En plus, jusqu'en 2019, on était le premier contributeur européen à l'ESA, l'Agence européenne. Donc l'air de rien, on est quand même vachement chaud en termes de recherche spatiale. Et je dis pas que ça pour Thomas Pesquet. En dehors de l'Europe, au Japon, ils ont créé leur agence JAXA en 2003. Comme on le sait, ils sont trop forts en nouvelles technologies, et pour la conquête spatiale, ça change pas. Que ce soit dans le domaine civil ou militaire. Ils ont notamment fait de grandes avancées en matière d'observation du Soleil. Israël aussi a fondé son agence spatiale en 1983. Et ils ont essayé de lancer une sonde sur la Lune. Actuellement, au total, c'est plus d'une 60aine de pays qui ont une agence spatiale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu te demandes sûrement, en vrai, ça sert à quoi la conquête spatiale ? Premièrement, la thune, on va pas se mentir. Lancer des fusées dans l'espace, ça pousse à innover un maximum. Et l'innovation, que ce soit utilisée telle qu'elle ou pas, ça rapporte. En plus, les satellites ont maintenant énormément d'applications. Les télécommunications, la météo, les GPS. Genre, sans conquête spatiale, pas de satellite, pas de Google Maps. Et autant dire que pour rentrer de soirée, ce serait la galère. Comme autre utilité, il y a aussi le militaire. En Europe, on compte surtout sur les Américains pour ça. Mais la France a quand même créé un commandement de l'espace. C'est pas trop stylé ça en vrai ? Genre on est clairement dans Star Wars et personne m'a prévenu ? Si ça se trouve, les mecs ils ont des sabres laser bleu, blanc, rouge. Et puis, en dernier, il y a l'aspect géopolitique. Genre Israël et son contexte sécuritaire plutôt particulier, ils investissent à fond dans les technologies spatiales pour essayer de gagner des avantages de cette manière. Mais l'espace, c'est bien plus qu'une histoire entre l'Europe et les États-Unis. On est bien loin de l'époque où on envoyait des chiens dans des fusées. Il y a beaucoup de nouveaux pays dans la partie et beaucoup de changements. Je t'explique tout ça. Partie 2, l'irruption des puissances spatiales émergentes. Bon, je vais pas faire traîner le suspense, tu t'en doutes, dans ces nouveaux pays, il y a la Chine. Ils ont un budget spatial estimé à 11 milliards de dollars, ce qui représente 4 fois le budget russe. En 2019, ils ont fait 34 lancements. La Russie, elle en a fait 22, et les États-Unis, 21. Je sais pas si tu te rends compte, 34 lancements, c'est quasiment 3 par mois. Du coup, si on compte ces 3 pays, ça fait plus d'un lancement par semaine. C'est un délire. L'Inde aussi, ils sont au taquet sur l'espace. Mais ils ont une autre approche, eux. Ils font du programme spatial à bas coût. Une de leurs missions, la mission Mangalyaan, n'a coûté que 74 millions de dollars. Genre moins que le budget du film Gravity. À ce prix-là, c'est carrément du low cost, quoi. Je suis à peu près certain qu'il n'y a pas de plateau repas à bord. Évidemment, il y a plein d'autres pays qui tentent aussi d'explorer l'espace. Genre la Corée du Nord, l'Iran depuis 2009 ou les Émirats arabes unis. Et comme pour les autres pays, la raison principale de cet intérêt pour le spatial, c'est avant tout un intérêt financier. En plus, les innovations que la course à l'espace amène leur permettent d'accompagner le développement des pays. Sur le plan militaire, c'est aussi important, comme par exemple le déploiement des satellites de surveillance ou d'armes anti-satellites. En gros, tout le monde se surveille, mais du coup, tout le monde fait en sorte de surveiller sans être surveillé. Ça par contre, ça fait pas trop rêver. Hein. Il est passé où Yoda là ? La conquête spatiale, c'est aussi une question de prestige. Il y a eu la course à l'alunissage pendant la guerre froide, et maintenant, la Chine veut rattraper son retard et montrer un peu ce qu'elle sait faire.
Elle prévoit donc de mettre en orbite une station spatiale, de créer une base permanente sur la Lune et d'envoyer des hommes sur Mars. Et ils ont clairement pas le time. Partie 3, le boom du New Space. Le plus gros changement de ces dernières années, c'est l'indépendance de certaines sociétés spatiales privées. En gros, pendant des années, la NASA sous-traitait avec des petites boîtes qui depuis ont grossi et ont décidé de prendre leur envol en solo. On appelle ça le New Space. En fait, c'est un peu le Harry Styles de la conquête spatiale. Ces entreprises, t'en connais certaines, comme SpaceX d'Elon Musk, le gars de Tesla, Planetary Resources de James Cameron, le réalisateur d'Avatar, et Blue Origin de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Mais ça, c'est que les plus connus. Il y en a plus de 1000 autres. Là, je t'ai cité quelques exemples américains, mais c'est pareil ailleurs, genre en Russie, où il y a des boîtes comme Cosmocourse qui essaient de développer le tourisme spatial. Bientôt, quand tu partiras en vacances, t'auras peut-être le choix entre Saint-Malo et Jupiter. Bien évidemment, qui dit New Space dit entreprise privée. Et ça signifie encore une fois intérêt financier. Mais en même temps, les enjeux sont forts. Ravitailler l'ISS, comme le font Boeing ou SpaceX, connecter le monde entier à Internet par satellite, comme le projet Starlink, et même exploiter les ressources minières extraterrestres ou coloniser Mars. Ouais bon, je continue le cours en martien. Comme ça t'es prêt pour le futur. Non ? Ok ? Non, ok, ouais, c'est... Bon. J'insiste pas, c'est ton problème. Le truc majeur qui change avec la privatisation de la conquête spatiale, c'est qu'en 1967, il y a un texte qui a été signé et qui s'appelle le traité de l'espace. Ce texte, il interdit l'appropriation de l'espace ou des planètes par les États. Mais là, comme c'est des entreprises privées, ça compte pas en fait. En plus, en 2015, le Space Act, un texte signé par Obama, autorise les entreprises américaines à extraire des ressources des astéroïdes et des planètes. Conclusion. Entre les pays en développement qui rentrent dans la course à la conquête spatiale, les entreprises privées du New Space investissant à fond dans l'innovation et les acteurs historiques qui restent dans le game, on est loin d'en avoir fini avec la conquête spatiale. Ce qui est sûr, c'est que bientôt, il n'y aura plus besoin de tirer de plan sur la comète, parce qu'on sera peut-être dessus. Bon allez, maintenant, c'est l'heure de résumer. D'abord, la conquête de l'espace, c'est plus juste un jeu entre les États-Unis et la Russie. Il y a beaucoup plus de pays qui ont une agence spatiale. C'est devenu presque banal. Et ça, c'est parce qu'il y a plein d'enjeux, financiers, militaires, mais aussi de prestige. Ensuite, il y a plein de pays en développement qui sont rentrés dans le game, comme l'Inde ou la Corée du Nord, mais surtout la Chine. Elle a le plus gros budget à l'échelle mondiale et compte vraiment devenir le plus gros acteur du secteur. Pour finir, le plus gros bouleversement du paradigme, c'est la privatisation du secteur. Il y a plein de petites boîtes, anciennement engagées par la NASA, qui ont pris leur indépendance. Maintenant, elles bossent toutes sur des projets hyper précis, genre le tourisme spatial. En plus, cette privatisation permet de contourner des lois pour s'approprier des terres extraterrestres. Maintenant, t'es calé sur tout ce qu'il faut savoir sur la conquête spatiale. Et t'auras plus besoin d'appeler Houston en cas de problème. Houston, we have a problem. Courage pour les cours, les révisions, on se retrouve dans le prochain épisode et tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.